Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des Chemins. On se retrouve pour notre point info. Bien, commençons par le plan d'infrastructure massif de Biden. Monsieur Biden et sa vice-présidente Harris ont rencontré ce lundi les législateurs des deux partis politiques pour essayer d'obtenir un soutien bipartisan. Le plan d'infrastructure massif de 2,2 trillions de dollars de Monsieur Biden rencontre encore de la résistance parmi les législateurs. Le sénateur John Thune a déclaré sur Fox News Sunday « Seuls environ 6% de la proposition du président vont réellement servir à ce à quoi les Américains de tous les jours décriraient comme des infrastructures. Si les démocrates s'intéressent aux routes, aux autoroutes et peut-être au haut débit, alors il pourrait y avoir un accord à trouver ici. » Il affirme que les républicains seraient prêts à se rallier à un projet d'infrastructure plus petit, déclarant sur Fox News, je cite, « S'ils sont sincères à propos de faire quelque chose sur les infrastructures, je pense qu'il y a des républicains qui voteraient pour cela. » Il a également critiqué l'augmentation des impôts de Biden, affirmant qu'elle nuirait à l'économie et que cela n'a pas de sens après que nous ayons juste réformé notre code des impôts en 2017, pour ensuite augmenter les impôts pour faire des États-Unis l'endroit le plus taxé du monde. Fin de citation. Une nouvelle étude constate que l'augmentation du taux d'imposition des sociétés et d'autres changements prévus par la proposition d'infrastructure coûterait 1 million d'emplois au cours des 2 premières années. L'étude poursuit en indiquant que les pertes annuelles moyennes d'emplois seraient de 600 000 par an sur 10 ans et que les salaires réels baisseraient de 0,6% à long terme. Et quels sont les coûts? Le PIB qui perdrait 117 milliards de dollars et les investissements en équipements et structures 80 milliards de dollars en 2023. Jay Timmons, président et directeur général de la National Association of Manufacture, a déclaré, je cite, « Après avoir plaidé pendant des décennies en faveur d'un système fiscal offrant des taux compétitifs et des dispositions fiscales internationales modernes, les fabricants américains ont tenu leurs promesses après la promulgation des réformes fiscales de 2017. Nous avons augmenté les salaires et les avantages, nous avons embauché davantage de travailleurs américains et nous avons investi dans nos communautés. » Il a qualifié la réforme fiscale de 2017 de carburant pour fusée et il prévient que si l'administration actuelle revient sur ces réformes, les travailleurs du secteur manufacturier perdront des emplois, de la croissance et des augmentations. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a quant à elle défendu une hausse de l'impôt sur les sociétés dans sa récente tribune publiée par le Wall Street Journal. Elle a affirmé que les réductions d'impôts de 2017 désavantagent l'Amérique. Elle a écrit, je cite, « La loi incite les entreprises américaines à délocaliser leurs travailleurs et leurs investissements et à transférer leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. » Le représentant Kevin Brady, républicain, a répliqué en qualifiant l'éditorial de Yellen de mal avisé et inexact. Brady a participé à l'élaboration de la réforme fiscale de 2017. Il a déclaré, je cite, « À mon avis, leurs propositions fiscales couplées à ce que nous avons vu du Sénat déclencheront une deuxième vague d'entreprises américaines déplaçant leurs emplois et leurs recherches à l'étranger. » Fin de citation. La politique fiscale de Biden fait en réalité qu'il est préférable pour une entreprise étrangère d'opérer en Amérique plutôt que pour une entreprise américaine d'opérer ici chez elle. Ajoutant, cette politique est très dangereuse pour tout les cols bleus. Fin de citation. L'administration Biden a présenté la proposition d'infrastructure comme créatrice d'emplois. Mais la question, à savoir combien d'emplois elle va créer, a été mise en lumière. Le secrétaire au transport Pete Buttigieg est revenu sur les commentaires qu'il a fait ce week-end. Il a déclaré sur Fox News qu'il avait mal interprété le nombre d'emplois qu'il créerait, se trompant d'environ 16 millions. Il avait auparavant déclaré que le plan d'emploi américain est un investissement générationnel, qu'il allait créer 19 millions d'emplois. Mais ce week-end, Chris Wallace de Fox News a souligné que les estimations de création d'emplois citées par M. Buttigieg provenaient d'un rapport de Moody Analytics qui indiquait que l'économie créerait 16,3 millions de dollars sans la loi sur les infrastructures et 2,7 millions de plus avec elle. Wallace a demandé à Buttigieg « Pourquoi tromper les gens ?» Buttigieg a répondu « Vous avez raison, j'aurais dû être plus précis », ajoutant je cite, « La différence en termes d'emploi que cette analyse particulière suggère est de 2,7 millions de plus. »
C'est une excellente chose, a-t-il dit. Monsieur Biden a également mentionné précédemment 19 millions d'emplois créés en déclarant le 2 avril, je cite, « Une analyse indépendante montre que si nous adoptons ce plan, l'économie créera 19 millions d'emplois, de bons emplois, des emplois de col bleu, des emplois qui payent bien. » Fin de citation. Cette analyse provient d'un rapport de Moody Analytics. Il a estimé les chiffres de la création d'emplois selon 3 scénarios, sans intervention du gouvernement, avec le seul plan de sauvetage américain et avec le plan de sauvetage américain et le plan pour l'emploi américain. Le rapport montre que sans aucun des deux plans, l'économie créerait environ 15,7 millions d'emplois entre le 4e trimestre de 2020 et le 4e trimestre de 2030. Ce chiffre passe à 16,3 millions avec le plan de sauvetage américain, puis à 19 millions avec l'ajout du plan d'emploi américain. Les propos de M. Biden omettent que les 16 millions d'emplois peuvent être atteints qu'en l'absence de toute intervention gouvernementale. Pour en revenir à l'obtention du soutien des républicains, M. Buttigieg affirme que le projet comprend des éléments populaires auprès des électeurs républicains tels que les soins aux enfants et aux personnes âgées. Il a encouragé les législateurs républicains à atténuer leur opposition à l'inclusion de ces éléments dans le projet. Il a déclaré dans l'émission State of the Union de CNN, je cite, « Je vais continuer à brûler ces lignes téléphoniques, à parler aux républicains, à écouter les républicains et à essayer d'obtenir un résultat sur lequel nous pouvons tous nous mettre d'accord. » Fin de citation. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déjà rejeté l'idée de limiter le projet de loi au financement traditionnel des infrastructures. Elle a déclaré dans l'émission Face the Nation de CBS que, selon elle, les infrastructures comprennent l'éducation et l'investissement dans le logement. Madame Pelosi et le sénateur Bernie Sanders défendent l'idée d'un projet de loi massif sur les infrastructures en affirmant qu'il est nécessaire de s'occuper de l'infrastructure humaine. Elle a en effet déclaré lors de l'émission Face the Nation que l'infrastructure concerne l'éducation, la scolarisation des enfants en bonne santé avec séparation, l'assainissement, la ventilation, etc. Il s'agit également d'investissements dans le logement, ajoutant « Dans l'ensemble, ce projet de loi concerne des infrastructures au sens traditionnel du terme. » Fin de citation. Alors, qu'est-ce que l'infrastructure humaine? Pelosi poursuit, je cite, « Nous pensons également que l'infrastructure nécessite le développement de la main-d'œuvre afin que celle-ci participe pleinement à la manière dont nous allons de l'avant, ainsi que la garde d'enfants, afin que les femmes puissent également y participer. » Ajoutant, il s'agit donc d'une infrastructure physique, il s'agit également d'une infrastructure humaine. Sanders a quant à lui déclaré samedi, je cite, « L'infrastructure humaine, c'est le logement. Il y a 1,5 million de personnes dans ce pays qui sont sans abri. Vous avez 19 millions de ménages qui consacrent 50% de leurs revenus limités au logement. Nous devons construire des logements, a poursuivi M. Sanders. Et d'ailleurs, quand vous vous occupez du logement, vous créez des emplois, même sans le soutien des républicains. Les démocrates peuvent recourir à la réconciliation budgétaire. C'est ainsi que l'ensemble des mesures d'allègement de la dette de 1 900 milliards de dollars a été adopté. Mais le sénateur démocrate modéré Joe Manchin a déclaré qu'il était contre l'utilisation de cette méthode. Après l'adoption partisane du projet Covid-19, il s'est également opposé à une augmentation aussi importante du taux d'imposition des sociétés, suggérant plutôt un taux de 25%. L'administration Biden espère que le Congrès fera des progrès importants sur le projet d'infrastructure d'ici le Memorial Day et qu'il adoptera le projet de loi d'ici le 4 juillet. L'infrastructure n'est pas la seule grande dépense que M. Biden souhaite faire. Il veut également un chèque en blanc de plusieurs milliers de milliards de dollars. M. Biden a demandé vendredi au Congrès d'autoriser un plan de dépenses fédérales de 1 520 milliards de dollars pour 2022. Cela représente une augmentation de 16% du financement des programmes nationaux autres que la défense, une augmentation relativement stable de 1,7% pour la défense et une augmentation de 8% pour financer la lutte contre le changement climatique, l'IRS et d'autres programmes sociaux. Selon un plan détaillé, la première demande de dépenses s'élève à 769 milliards de dollars pour les programmes non liés à la défense et à 753 milliards de dollars pour la défense nationale pour l'année à venir. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré lors d'un point presse vendredi, je cite,
Un peu plus tard au printemps, nous publierons le budget complet du président qui présentera un plan unifié et complet pour faire face aux crises qui se chevauchent et auxquelles nous sommes confrontés. Ajoutant que ce budget comprendra la grande proposition que M. Biden vient de présenter. Il s'agit du plan d'infrastructure de 2250 milliards de dollars ainsi que d'autres propositions qu'il présentera d'ici là. La proposition de dépenses comprend également 24 milliards de dollars pour les programmes climatiques nationaux et les investissements dans les énergies propres. Cela comprend l'achat de véhicules électriques pour USPS. 815 millions de dollars pour intégrer les impacts climatiques dans la planification et les projets préalables aux catastrophes. Et 1,4 milliard de dollars serait également envoyé à la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, permettant ainsi de travailler davantage sur l'observation et la prévision du climat. 900 millions de dollars pour l'IRS, afin d'accélérer les audits et d'essayer de récupérer 175 millions de dollars supplémentaires en impôts perdus sur les 21% de revenus. Également 3 milliards de dollars pour l'immigration, un sujet qui fait l'objet d'un débat très animé en ce moment. Les autres domaines comprennent une augmentation de 23% des dépenses de santé et une augmentation énorme de 40% pour l'éducation. Les démocrates doivent en effet convaincre au moins 10 républicains du Sénat qui ont le droit de faire obstruction à la Chambre haute. Vendredi dernier, Biden a créé une commission chargée d'examiner la possibilité d'ajouter des juges à la Cour suprême des États-Unis. M. Biden a annoncé qu'il allait mettre sur pied une commission chargée d'étudier la possibilité d'étoffer la Cour suprême. Lorsque M. Biden, alors candidat, était en campagne, on l'a interrogé sur ce projet de commission. Il a déclaré à l'époque, je cite, qu'il s'agissait d'une terrible erreur et que cela a remis en question pendant toute une décennie l'indépendance de l'organe le plus important du Congrès, à mon avis l'organe le plus important de ce pays, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Fin de citation. Maintenant, beaucoup se demandent qu'est-ce qui a changé depuis. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a répondu aux questions sur le changement d'opinion du président. Elle a simplement déclaré « On demande au groupe d'experts de faire un certain nombre de choses, de prendre un certain nombre de mesures, y compris les avantages et les inconvénients de cette question. Ils examineront également le rôle de la Cour dans le système constitutionnel, la durée du service et le roulement des juges à la Cour, la composition et la taille de la Cour. » Fin de citation. Le sénateur de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, déclare qu'il ne soutiendra pas le regroupement de la Cour. Il a déclaré, je cite, « Je ne voterai pas pour faire cela, je ne voterai pas pour regrouper les tribunaux. Je veux dissiper ces craintes pour vous dès maintenant parce que lorsqu'il parle de regrouper les tribunaux ou de mettre fin au filibuster, je ne voterai pas pour cela, je ne voterai pas pour regrouper ces tribunaux. » De son côté, Stephen Breyer, juge libéral à la Cour suprême, s'est opposé à l'idée de regrouper les tribunaux. Il a lancé un avertissement à ceux qui y sont favorables, leur disant de réfléchir longuement et sérieusement. Il affirme qu'une telle altération minerait la confiance dans les décisions de la Cour et affaiblirait son pouvoir durement acquis d'agir comme un contrôle sur les présidents des deux partis et le Congrès. Il affirme que l'autorité de la Cour est fondée sur la conviction que ses opinions sont guidées par les principes juridiques et non pas par la politique. Fin de citation. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.